Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. Il sera tout à l'heure autour de la table du Salon Murat, sans doute pour le Conseil des ministres, premier Conseil des ministres de l'ère Macron. Mais pour l'instant, Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, et votre invité Fabien Amias pour l'interview politique d'Europe 1. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Effectivement, dans 2h30 maintenant, vous entrerez dans le Salon Murat pour votre premier Conseil des ministres. Vous avez bien dormi ? Peu, mais bien. Qu'est-ce qu'on ressent là, comme ça, à quelques heures? C'est la première fois, vous n'avez jamais été ministre, de se retrouver autour de cette table. C'est de l'émotion, c'est du stress, c'est de la fierté? C'est essentiellement de l'émotion et puis le sentiment d'avoir été honoré de la confiance du Premier ministre et du Président de la République. Une confiance qu'il va maintenant falloir, à mon tour, honorer, puisque je sais combien le Président de la République est à la culture du résultat et combien il faut se mettre au travail sans tarder. Est-ce que le Président de la République vous a confié ce qu'il dirait en ouverture de ce premier Conseil des ministres de ce gouvernement? Non, il lui arrivait de me confier ce qu'il allait dire quand il était candidat. Maintenant, il est président, donc les choses ont changé. Il n'y a que 4 anciens ministres dans le gouvernement. Si on ajoute le chef de l'État, donc ça fera 5 sur 24 qui auront participé à un gouvernement, qui se retrouveront, vous retrouverez tout à l'heure dans l'histoire de notre République. C'est l'une des équipes qui a le moins d'expérience politique. Il ne s'agit pas de compétences, mais d'expérience politique. N'est-ce pas un handicap? Pas du tout. D'abord, ce gouvernement, c'est le gouvernement de la promesse tenue. Promesse du renouvellement. Elle est tenue. Promesse du dépassement des clivages. Elle est tenue. Promesse de la parité, elle est tenue. Promesse de l'efficacité par le recours à des compétences et par un alliage entre l'expérience, la nouveauté, l'expérience politique et la compétence, elle est tenue. Et c'est un gouvernement durable, c'est un gouvernement qui est fait pour être reconduit au lendemain des élections législatives? Le Président de la République a eu plusieurs fois l'occasion de dire qu'il souhaitait que le gouvernement qu'il nomme puisse continuer le plus longtemps possible à faire son travail. Tous les commentateurs ce matin soulignent que la politique économique, industrielle, fiscale de notre pays sera dirigée par des hommes qui sont issus de la droite. Le Premier ministre, évidemment, Édouard Philippe, mais aussi Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui seront tous les deux les pilotes du ministère de l'économie et du budget à Bercy. Est-ce que ça signifie que le projet économique de la campagne d'Emmanuel Macron peut être amendé? Par exemple, je prends la hausse de la CSG, qui est au programme d'Emmanuel Macron. C'est les deux hommes actuels, les ministres de l'économie, s'y sont opposés. Est-ce que ce sera maintenu? Je crois qu'il faut changer de lunettes, nous l'évoquions, pour bien lire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un projet présidentiel, qui est celui qu'a porté Emmanuel Macron, et un gouvernement qui est là pour mettre en œuvre le projet présidentiel dans le cadre de pratiques et de visages renouvelé, et il est clair que la ligne, c'est la base sur laquelle le président a été élu. Le projet, rien que le projet. Ceux qui ont dit pendant la campagne nous sommes hostiles à la hausse de la CSG ou alors nous sommes pour la suppression totale de l'ISF devront défendre le projet. Là, je parle encore une fois de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui piloteront l'économie du pays. Non, mais vous savez, nous avons tous une certaine culture politique qui fait que le seul juge, c'est le suffrage universel. Donc, un homme public, quel qu'il soit, s'incline devant la décision du suffrage universel. Donc, on sait quel a été le projet choisi par les Françaises et les Français, et le rôle des ministres, sous l'autorité du Premier ministre, c'est de le mettre en œuvre. Est-ce que ces hommes, et Bruno Le Maire notamment, qui est candidat à sa réélection pour les législatives, feront campagne pour En Marche et donc aux côtés d'Édouard Philippe qui, j'imagine, dirigera la campagne des élections législatives? En gros, ils ne font plus campagne pour les Républicains, ils font campagne pour la majorité qui soutient le gouvernement. Et ce d'autant que, si j'ai bien compris, ils ont été exclus du parti Les Républicains qui, précisément, est encore installé dans cet archaïsme qui fait qu'il ne comprend pas que l'intérêt du pays passe devant l'intérêt des partis. Bon, c'est ce que ce gouvernement démontre. Chacune et chacun a pris des risques pour servir le pays. C'est cela qu'il faut saluer. Et c'est cela que les Français salueront. Et c'est cela que les Français voudront soutenir en donnant une majorité à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, ces hommes, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, font partie de la République En Marche. Bien, en tout cas, ils sont en marche avec le président de la République, oui. Vous êtes ministre de la Cohésion des Territoires. Cette élection a révélé une fracture très nette dans le pays. L'examen des cartes est éclairant. Les grandes villes ont majoritairement voté Emmanuel Macron. Les petites agglomérations, les zones rurales ont davantage voté Marine Le Pen. Comment comptez-vous réduire cette fracture? Eh bien, écoutez, il faut clairement
se dire que dans un certain nombre de nos territoires, parce que des politiques publiques sont défaillantes, pas seulement d'ailleurs celles menées par l'État, il y a un sentiment parfois d'abandon, il y a un sentiment de déclassement. Moi je viens, vous savez, du Finistère intérieur, aux confins des 3 départements, le sud des Côtes-d'Armor, le nord du Morbihan et l'est du Finistère. Et sur ce territoire, nous avons mené des politiques publiques très volontaristes avec la région, les départements, pour justement apporter des réponses. Et je crois donc qu'il faut muscler l'action publique pour en quelque sorte convaincre, comme l'a dit le président de la République devant Madame la maire de Paris dimanche dernier, c'est qu'aussi vrai que Paris est un territoire qui fait rayonner tout ce que la France a de bon, il faut que chaque commune, chaque département, chaque région puisse devenir un territoire d'excellence. C'est ça mon boulot. Vous citez commune, département, région, vous conserverez le découpage, en fait le redécoupage d'ailleurs qui est récent, territorial actuel, vous n'y toucherez pas ? Ce qui a été dit, c'est que nous faciliterons des rassemblements institutionnels là où ce sera possible et sur la base du volontariat. Regardez, Lyon, le département du Rhône et Lyon, la métropole ont trouvé un accord pour faire en sorte que sur le territoire de la métropole, au fond, les compétences départementales soient exercées par la ville. Bon, il y a partout des choses pertinentes à faire. Si ailleurs on dit une assemblée régionale suffit pour porter l'action publique avec les métropoles sans besoin des départements, il faudra le regarder. Ailleurs, le département est le principal moteur de l'action publique. Donc si vous voulez, ne faisons pas, perdons cette habitude de donner les règles de manière abrupte, sans concertation à partir des chambres parlementaires. Laissons émerger les propositions du terrain pour trouver ensemble les solutions les plus efficaces. Il faut recommencer, il faut plutôt commencer à prendre l'habitude de se dire qu'il faut travailler avec celles et ceux qui font. Vous avez en charge, dans votre portefeuille, la cohésion des territoires, on l'a dit, la ville, mais aussi le logement. Le logement ne figure pas dans les intitulés de ce gouvernement. C'est un loupé ? Pas du tout, puisque c'est moi le ministre du Logement. Oui, mais ça n'est pas écrit dans les... On verra quels sont les décrets d'attribution, mais dans la liste qui a été publiée hier, ça ne figure pas. C'est remarqué notamment par la Fondation Abbé Pierre qui ce matin dit on est inquiet, on est dans l'incompréhension. Son délégué général, d'ailleurs, Christophe Robert, demande à vous rencontrer rapidement. Vous allez le recevoir ? Bien sûr. Non, je crois que la seule question qui s'est posée, c'est que derrière le terme cohésion des territoires, certains se sont demandé qu'est-ce qu'il y avait. Et donc, c'est au fur et à mesure de la passation des pouvoirs, d'abord auprès de M. Bailey, qui avait en charge l'aménagement du territoire, puis de Mme Cos, qui avait la responsabilité du logement, et M. Caner, qui avait la responsabilité de la ville, que les gens ont pris la mesure que derrière cohésion des territoires, il y avait aménagement du territoire, collectivité locale, logement et ville. Pour rester sur la question du logement, l'une des mesures phares d'Emmanuel Macron pendant la campagne, ça a été d'annoncer la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers. Quand est-ce que cette suppression sera effective, si toutefois le projet est maintenu ? Écoutez, d'abord, on va commencer à ouvrir la concertation avec, évidemment, les associations d'élus et singulièrement des maires. Et c'est à partir du budget de 2018 que, progressivement, cette mesure se mettra en œuvre. Donc dès l'année prochaine, il y aura progressivement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échelonnement de la suppression de cette taxe ? C'est ceux qui figuraient dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc on va d'abord ouvrir le dialogue, parce que cette mesure a pu inquiéter des maires. Elle n'a pas été comprise par les maires en grande majorité. Elle a été très bien comprise par les citoyens. Mais je veux quand même vous dire pourquoi. Je veux le répéter ici. Rapidement, aussi encore quelques questions à vous poser. Un couple à revenu égal, avec 2 enfants, dans le cœur de Paris, va payer 700 ou 800 euros à logement égal de taxe d'habitation, 1200 euros à Saint-Denis-la-Réunion ou à Limoges, et 1500 euros à Argenteuil. C'est un impôt d'injustice territoriale. Donc, il faut absolument redonner du pouvoir d'achat, casser cet impôt injuste et travailler avec les collectivités locales pour leurs ressources. Effectif dès l'année prochaine, vous nous le confirmez progressivement, ce matin. Sujet fort d'aménagement du territoire, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. L'écologiste Nicolas Hulot figure en bonne place. Il est très haut dans l'ordre protocolaire de ce gouvernement. Il était hostile à cet aéroport. Y a-t-il un compromis ? Cet aéroport verra-t-il le jour, oui ou non ? Le président de la République a clairement décrit plusieurs fois la méthode qu'il entendait employer. 1. Respecter le référendum, la consultation qui a eu lieu. 2. Organiser une médiation pour se faire une dernière opinion sur l'ensemble du dossier. 3. Trancher. Vous êtes candidat aux législatives. Le Premier ministre annonce à l'instant, confirme ce qui a été dit. Ceux qui sont battus aux législatives devront démissionner. Ça vous paraît être une règle injuste ? Vous êtes menacé par cela ? Pas du tout. Je suis menacé comme toutes celles et tous ceux qui briguent les suffrages. Mais c'est une tradition républicaine. Je l'approuve totalement. Et je considère qu'un ministre qui serait battu aux élections, il est normal qu'il ne puisse plus être dans l'exécutif.
Merci beaucoup Richard Ferrand d'être venu. Le Premier ministre qui dit également à l'instant le cœur du programme du gouvernement sera le programme de Macron avec une forme de souplesse et de discussion, ce qui est à peu près la même chose que ce que vous avez dit. Absolument, ici vous êtes même. en ligne avec le président. Alors. Merci beaucoup le Premier Fabien. ministre. Et à demain, oui, le Premier ministre.